Comme vous le savez, nous sommes continuellement en train de préparer les prochaines étapes de la démarche Prendre soin de notre monde. Cette fois, on a la chance de pouvoir le faire en s'appuyant sur les résultats d'une évaluation qui a été confiée à l'Institut national de santé publique du Québec. Ce sont des résultats qui vont intéresser les membres du comité stratégique, mais aussi tous les autres acteurs engagés dans la démarche, au palier national bien sûr, mais aussi dans chacune des régions. Marc Lemire de l'INSPQ, qui a porté ce projet d'évaluation, est ici avec nous pour nous parler des résultats préliminaires. Marc, est-ce que tu pourrais d'abord nous présenter le contexte de l'évaluation? Oui, il faut se rappeler que dans les premières années de la démarche, on avait demandé de développer une stratégie globale d'évaluation pour accompagner le déploiement. Et la stratégie incluait, par exemple, des indicateurs, des études de cas. Aujourd'hui, on dévoile en fait les résultats préliminaires de ce qui est un volet central de la stratégie, c'est l'évaluation de l'appropriation. Notre but, c'était d'examiner les processus d'appropriation de la démarche parmi les partenaires au palier national et aussi parmi les acteurs de soutien au palier régional. Et concrètement, ce qu'on a fait, on s'est intéressé à trois dimensions de l'appropriation. D'abord, les modalités par lesquelles les acteurs sont mis en relation ou en contact avec la démarche. Ensuite, leurs attitudes ou leurs perceptions à l'égard de la démarche. Et puis, la façon dont ils la font vivre dans leur pratique au quotidien. Et en complément, ça nous a permis d'identifier des facteurs d'influence, par exemple des défis, des obstacles, et aussi d'identifier des pistes d'amélioration. Derrière tout ça, il y a des entrevues, il y a des groupes de discussion, il y a des données issues d'un questionnaire en ligne. On s'est servi de données issues des indicateurs de suivi et bien sûr de la documentation. Bref, on a des données qualitatives, quantitatives et ça couvre grosso modo de 2015-2016 jusqu'à décembre 2019. Alors, quels sont les grands constats qui ressortent de l'évaluation? Premièrement, on voit que l'appropriation est indéniable. En fait, depuis 2015, il y a des acteurs de différentes organisations ou réseaux à différents paliers d'intervention qui se sont familiarisés avec la démarche, avec ses principes, avec sa vision. On les a interpellés dans divers processus, que ce soit de la mobilisation, du réseautage, de la communication, du suivi. Et puis, ces acteurs ont été amenés par le fait même à réfléchir à la façon dont ils pouvaient traduire la démarche dans leur quotidien. Et surtout, ils ont pu mettre à profit leurs expertises et aussi certaines ressources à leur disposition de façon à porter eux-mêmes la préoccupation des environnements favorables dans le milieu municipal. Donc, c'est de cette appropriation-là dont on parle. Les acteurs en question se sont fait une certaine idée de la démarche, ils ont réfléchi à la façon de l'adapter à leur réalité et ils l'ont intégré d'une certaine façon à leur pratique. Deuxièmement, ce qu'on observe, c'est que la mobilisation collective que constitue cette démarche semble aller de soi pour une large majorité des gens. On observe, par exemple, un solide appui à l'idée de mieux travailler ensemble pour créer ou maintenir des environnements municipaux favorables à la santé et à la qualité de vie. Bien sûr, certains se demandent encore c'est quoi vraiment concrètement cette démarche, mais ils ne questionnent pas la vision qu'elle porte, les environnements favorables. Troisièmement, même si l'adhésion à la démarche est moins forte chez certaines catégories d'acteurs et dans certaines régions, les principes de collaboration qui sont véhiculés au cœur de la démarche bénéficient, eux, d'une très forte adhésion. Globalement, les gens adhèrent aux principes de collaboration véhiculés, la fameuse posture centrée sur les intérêts et les besoins exprimés par les partenaires municipaux. Alors voilà les premiers résultats qui sont globalement très encourageants. On sait bien qu'il y a plusieurs catégories d'acteurs qui sont invités à s'approprier la démarche. On peut penser que tout le monde ne se l'approprie pas de la même façon, puis peut-être pas non plus avec la même intensité. Alors, qui sont les acteurs qui ont participé à l'évaluation? C'est à l'image de ce qu'est la réalité de la démarche, c'est-à-dire qu'on a sollicité la participation d'acteurs au palier national et d'acteurs au palier régional, qui œuvrent bien sûr dans des contextes très différents et sur des objets de travail parfois très différents également. On sait qu'il y a beaucoup de complexité dans cette démarche, alors cette évaluation a voulu tenir compte de cette complexité. Au palier national, ce sont des représentants des organisations partenaires du comité stratégique qui ont été rencontrés. Alors, on y retrouve, vous le savez, des organisations gouvernementales, des ONG, des instances de concertation. Et au palier régional, on a regardé l'appropriation parmi les acteurs de santé publique, d'une part, et aussi les membres des TIR, Saines habitudes de vie.
Donc, on ne s'est pas limité aux acteurs de santé publique, même s'ils sont numériquement plus nombreux à être engagés dans la démarche. Les groupes de discussion nous ont permis, en fait, d'aller chercher des points de vue complémentaires, notamment des représentants du milieu municipal ou de certains ministères lorsqu'ils se présentaient à nos groupes de discussion. Et au niveau local également, on avait des représentants, notamment des organisateurs communautaires qui se sont présentés à nos groupes de discussion. Bref, je reviens à la question initiale. C'est bien vrai que tous ne s'approprient pas la démarche de la même façon et avec la même intensité. Et tous, d'ailleurs, n'ont pas à le faire de la même façon non plus. Il faut donc accepter ces différences. Mais en même temps, l'évaluation nous permet de voir qu'il y a des variations qui surprennent, des variations dont on devrait se préoccuper parce que ça révèle des limites, des défis, des obstacles que rencontrent certaines catégories d'acteurs en particulier. Si on se tourne maintenant vers les acteurs du palier régional, qu'est-ce que ça nous apprend, cette évaluation-là? Puis on peut peut-être commencer plus spécifiquement avec l'appropriation chez les acteurs de santé publique. Bien, j'ose dire que les résultats sont particulièrement encourageants du côté de la santé publique. En fait, le fait qu'il y ait des attentes signifiées en lien au Programme national de santé publique a possiblement aidé. Il y a évidemment de grandes différences d'une région à l'autre, il faut le dire, et on pourrait y revenir, mais de façon générale, ça va bien. D'une part, dans bien des régions, on avait apparaître une façon différente de positionner ce qu'on appelle l'offre de services. Donc, une façon différente d'entrer en contact avec les acteurs municipaux et de vouloir travailler avec eux, en étant plus attentif aux besoins, en offrant la collaboration dans le cadre de projets existants ou à travers les concertations, par exemple. D'autre part, dans bien des régions, on voit une collaboration accrue intra-équipe ou inter-équipe. Il est question de rapprochement entre expertise PP et santé environnementale, par exemple, puis aussi avec les organisateurs communautaires. Pas partout, évidemment, mais dans bien des régions. Il est aussi question, dans un nombre croissant de régions, d'une organisation de travail en tandem ou en trio, ce qui amène un plus grand partage d'informations entre les acteurs en soutien au milieu municipal. Ceci dit, évidemment, les gens, par rapport à ces changements-là, hésitent à les attribuer à la démarche uniquement. On dit plutôt que c'est dans l'air du temps que tout ça se produit, mais clairement, ça se situe en cohérence avec tout ce qui est promu depuis des années dans le contexte de la démarche. C'est important de souligner par ailleurs que pour certaines catégories d'acteurs, il y a des difficultés plus grandes à interpréter le sens de la démarche ou à l'adapter, à l'actualiser par rapport au rôle et responsabilités qu'ils ont. On est toujours là dans le domaine de la santé publique. C'est le cas des professionnels en santé environnementale, en développement communautaire notamment. Ceci dit, pour la santé environnementale, on le sait par des données de questionnaires qu'ils ont généralement une bonne compréhension de la démarche et une perception positive de son utilité, malgré la difficulté qu'ils ont à se situer par rapport à tout ça, parfois. Et finalement, il ne faut pas se le cacher, les défis, les obstacles sont de taille dans le réseau de la santé publique et ça joue dans cette appropriation. On va en retrouver les détails dans le rapport d'évaluation et ce sera important d'y porter attention parce que ça ne concerne pas seulement l'expertise ou la façon de travailler des professionnels, mais bien le leadership au sein de l'organisation, la communication au sein de l'organisation, la gestion, la réduction de comptes d'ensemble dans le grand système de la santé et des services sociaux. Alors évidemment, ça sera à regarder de plus près. Dans le cas des tables intersectorielles régionales anciennes habitudes de vie, les tirs SHV, toujours au palier régional, à quoi ressemble l'appropriation de la démarche? Clairement, il y a des grandes variations parmi les tirs dans la façon de faire vivre la démarche. D'une part, les modalités de gestion sont très différentes d'une tire à l'autre. Et d'autre part, la visibilité qui est donnée à la démarche varie beaucoup, tout comme d'ailleurs le spectre des activités privilégiées entre saines habitudes de vie uniquement ou qualité de vie plus largement. Bien sûr, tout ça, c'est le reflet des particularités, des besoins, des priorités qui varient d'une région à l'autre. On ne se le cache pas et c'est positif à ce niveau-là. Par contre, dans certains cas, on voit des obstacles. On voit qu'il y a des obstacles et des limites à la possibilité de la réussite de la démarche ou du moins son appropriation. Et c'est le cas, je dirais, lorsque les tirs se limitent aux saines habitudes de vie ou lorsque les tirs et leurs actions ne rejoignent pas suffisamment le milieu municipal ou encore lorsque les tirs ne s'imposent pas comme un lieu d'ancrage des concertations régionales, sauf pour des acteurs gravitant autour de la santé publique. Ce qui m'a par ailleurs surpris de voir dans les groupes de discussion, c'est que beaucoup d'acteurs sont peu informés de la démarche.
ou sur ses arrimages régionaux. Ces acteurs participent aux concertations régionales, on le sait, mais ils en savent très peu sur prendre soin de notre monde. Peut-être que c'est dû au fait qu'ils ne sont pas impliqués dans la coordination de la TIR. Ceci dit, globalement, les acteurs qu'on a rencontrés au sein des groupes de discussion, ils voient l'utilité de la démarche pour susciter ou maintenir l'engagement collectif autour d'une vision partagée. C'est le versant positif de l'utilité perçue. Ce qui est important à noter, c'est qu'il y a un versant négatif à l'utilité perçue, je dirais. Ce qu'on voit en fait dans les régions, c'est que les acteurs ont beaucoup de difficultés souvent à percevoir ce que la démarche leur apporte concrètement. On le voit de façon frappante parmi les acteurs de santé publique et aussi d'autres partenaires. Et on peut se demander qu'est-ce qui explique cette situation-là. On a souvent mentionné, en tout cas en région, c'est qu'il y a un manque d'outils et d'informations adaptées au type de soutien qu'ils ont à offrir. Ils constatent aussi l'absence de levier qui leur permettrait d'interpeller les municipalités en lien avec la démarche. Et puis, ils font part, les acteurs régionaux, souvent du manque de communication stratégique qui parvient de la démarche. Donc, ils ne savent pas quelles sont les priorités des partenaires nationaux en ce moment. Ils ont l'impression d'être laissés un peu à eux-mêmes pour démêler toutes les informations qui arrivent de part et d'autre par rapport par exemple, aux possibilités de financement. Ils se questionnent à savoir si les actions qu'ils posent sont bonnes, vont dans le bon sens par rapport notamment aux autres régions. Alors, pour résumer, on peut revenir à l'idée que la démarche, pour bien des gens en région, c'est quelque chose de flou en termes d'apport concret. Et lorsqu'on leur demande de parler spécifiquement de l'outillage associé à la démarche, ils y voient surtout des limites. Donc, il y a certainement ici des questions qu'on pourrait approfondir concernant la suite de la démarche. Marc, on sait que tout le monde ne travaille pas nécessairement en lien direct avec les acteurs municipaux. Est-ce que ce serait un facteur qui aurait son importance pour comprendre l'appropriation, justement? Puis peut-être plus largement, quels sont les facteurs qui ont le plus d'impact jusqu'ici dans l'appropriation de la démarche? En réponse à la première question, effectivement, avoir un travail qui est en lien avec le monde municipal, ça semble favoriser la compréhension de la démarche, ça semble jouer sur la motivation et la perception de l'utilité de la démarche. Évidemment, il y aurait des nuances à apporter ici, mais globalement, c'est ça la tendance et c'est positif. Les analyses, d'ailleurs, montrent qu'à l'inverse, ceux qui ont un lien avec le monde municipal indirect plutôt que direct, bien, ces gens-là ont moins tendance souvent à percevoir l'utilité de la démarche. Mais ce n'est pas seulement le lien avec le monde municipal qui semble être le facteur central. Il y en a d'autres facteurs qui ont l'air à jouer. Donc, premièrement, le fait d'avoir participé à des activités de formation et de sensibilisation par le passé joue un rôle dans l'appropriation. Ça intervient, on le voit, dans le niveau d'adhésion à la démarche et sur la motivation. Par ailleurs, certains facteurs sont systémiques. Depuis le début de la démarche justement a été confrontée à des défis importants. On va se rappeler, par exemple, la restructuration du réseau de la santé et des services sociaux et l'exercice de réduction budgétaire en santé publique. Il y a eu également des transformations majeures qui ont touché les municipalités et les régions, avec entre autres la disparition d'entités importantes comme le Conseil régional des élus. Il faut se rappeler que les anciennes collaborations, à ce moment-là, les collaborations régionales et locales ont été fortement ébranlées, tout comme la motivation et la confiance de plusieurs acteurs. Donc, les gens ont tardé à retrouver leur équilibre ou leur air étalé. Ceux qui ont gardé le phare ont dû le faire dans un contexte de grande incertitude et il a fallu du temps donc avant que tout se restabilise. Troisième élément sur lequel je veux attirer l'attention, c'est qu'il y a la nature particulière de la démarche Prendre soin de notre monde. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas une politique, il n'y a pas de contenu normatif non plus. Donc, évidemment, ça a dérouté beaucoup de gens, notamment dans le réseau de la santé publique. Dans certaines régions, on a mis des mois, sinon des années, en tout cas une année au moins, à essayer de comprendre ce que ça pouvait vouloir dire. Et au bout du compte, on a réalisé que ça voulait dire, en fait, une façon de collaborer, une façon de travailler. Et tout ça pour ça. On dit, les gens dans certaines régions, pourquoi tout ce temps à réfléchir à quelque chose de si simple? Ça peut avoir entraîné de l'amertume, des déceptions. En tout cas, ça a donné l'impression que peut-être la démarche n'apportait pas tout ce qu'on avait espéré au départ. Quatrièmement, quatrième point sur lequel je veux intervenir, c'est le fait qu'on a décidé
travailler avec la notion de prendre soin de notre monde de façon nuancée à partir d'un certain moment. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas se servir du branding prendre soin de notre monde pour aborder les acteurs municipaux. Et ça peut expliquer, entre autres, pourquoi il y a des acteurs régionaux qui sont membres des tirs et qui semblent ne pas connaître la démarche. Évidemment, c'est difficile de s'approprier quelque chose dont on n'entend pas parler et c'est ce qui se passe, dans quelque sorte, dans les régions, chez certains acteurs. Euh, il y a probablement des facteurs qui continuent d'influencer l'appropriation de la démarche, puis peut-être plus largement d'influencer l'action des acteurs de soutien avec les partenaires municipaux. C'est probablement très utile de les identifier si on veut être en mesure de corriger le tir, d'essayer d'atténuer les difficultés, peut-être de surmonter un certain nombre d'obstacles. Qu'est-ce qui retient ton attention à ce sujet-là? Je vais me concentrer en fait sur ce qui a été vu au palier régional, qui est en lien avec le monde municipal, évidemment. D'abord, il y a bien sûr la question des ressources professionnelles en santé publique. Selon les régions, on a parlé de manque de personnel, de manque d'expertise assez pointue pour répondre à certains besoins, la difficulté de recruter et la nécessité de composer avec de multiples mandats au-delà de la démarche en même temps. Ce sont des situations qui amènent les équipes à ne pas trop vouloir s'exposer, à ne pas trop vouloir s'engager envers les acteurs municipaux, de peur de ne pas pouvoir répondre aux demandes qui sont en apparence d'ailleurs illimitées. Ensuite, les acteurs rencontrés déplorent souvent le manque de cohérence entre les discours et la gestion réelle des ressources publiques. Il y a ce discours qui invite à travailler ensemble, mais les stratégies qui sont promues, le financement qui est alloué, la reddition de comptes, incitent plutôt à continuer le travail en silo, disent plusieurs. Comme si la reddition de comptes entrait en contradiction avec la démarche ou ne permettait pas de valoriser les efforts de collaboration qui impliquent de la durée. Donc, ça concerne tout ça, non seulement la santé publique, mais différents ministères. Il y a encore, dit-on, des problèmes d'harmonisation entre les ministères. Ce genre de problématique, bien sûr, c'est à être mis en relation avec la PGPS. Et par ailleurs, on constate, toujours en région, un manque de communication stratégique, j'en parlais un peu plus tôt, donc un manque de communication stratégique en lien avec la démarche. Et les gens voudraient en savoir plus sur les orientations, les priorités du moment, ils voudraient saisir le degré d'importance aussi que l'on accorde toujours à la démarche au niveau national. En fait, c'est comme si progressivement, on avait cessé de communiquer avec les équipes et les professionnels en région. C'est du moins l'impression que ça peut donner ce qu'on observe ou ce qu'on entend de la part des acteurs régionaux. Et ces derniers veulent savoir s'ils sont dans la bonne direction, si leur travail porte fruit, ils veulent comprendre s'ils font partie d'un tout et que ce qu'ils font demeure une priorité. Donc, dans le contexte de crise sanitaire actuelle, ça devient plus crucial encore, je dirais, de communiquer à ce niveau-là. Et pour les tirs, il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux spécifiques. Ce qui a notamment retenu mon attention, ce sont des difficultés à poursuivre les projets, à planifier la prochaine année, puis à retenir les expertises du fait qu'il y a des délais ou des incertitudes dans le renouvellement du financement lié à la coordination. Et puis enfin, un autre élément qui retient mon attention et qui est plus délicat à traiter, c'est le fait que l'approche de certaines ONG parfois ou de certaines organisations est plus compétitive que collaborative et ça pose des défis, ça amène à des questionnements. On parle ici d'approche compétitive dans les mandats qu'ils ont ou dans les collaborations qu'elles tissent avec le milieu municipal. Parmi les éléments intéressants quand il y a un travail d'évaluation, c'est que souvent, ça nous amène à regarder des recommandations. En conclusion à notre échange, Marc, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu des recommandations qu'on trouve dans le rapport, peut-être pour nous aider à voir un peu quel type de chantier, vers quel type de chantier ça pourrait nous mener finalement? Tout à fait. En fait, il faut dire que ce sont des recommandations qui tiennent compte du fait que le contexte actuel, le contexte de pandémie, ça ne remet pas en question la finalité de la démarche ni ses principes de collaboration. Bien au contraire, on sait que l'action intersectorielle en santé publique et la collaboration entre la santé publique et le milieu municipal, ça va demeurer essentiel. Pour maintenir ça, il faut poursuivre les efforts. Alors, les recommandations vont s'organiser autour de 3 grandes orientations, je dirais. La première grande orientation, c'est l'idée qu'il faut poursuivre cette grande mobilisation collective visant la création et le maintien d'environnements favorables à la santé
et à la qualité de vie. Et il faut le faire donc en s'appuyant sur les capacités et les dispositifs qui sont déjà en place, mais aussi en les renforçant. Donc, il y a une série de recommandations qui souscrit à cette orientation, comme par exemple le fait de renforcer tous les efforts de coordination et de communication entre les ministères et aussi de poursuivre tous les efforts d'harmonisation des stratégies de soutien qui sont dédiées au milieu municipal en fonction d'une vision intégrée et plus intégrée de la santé publique. La deuxième orientation qui devrait apparaître dans le rapport, c'est celle de s'adapter à l'évolution rapide des réalités du monde municipal, en poursuivant bien sûr les efforts de rapprochement vers les instances stratégiques et vers les regroupements de professionnels qui détiennent des expertises clés en milieu municipal. Donc, il y aura des recommandations plus précises à cet effet. Et la troisième orientation, c'est celle-ci. Il faut, je crois, réussir à engager davantage les organisations et les réseaux partenaires de la démarche à concevoir de façon collaborative le développement d'outils et de connaissances. Donc, il faut les amener à structurer aussi le partage de ces outils, de ces connaissances de façon concertée pour, en fait, renforcer les capacités de soutien en région. On sait qu'ultimement, évidemment, la démarche, ça vise des changements dans le monde municipal, mais pour y arriver, donc, il faut des acteurs de soutien et c'est à ce niveau que beaucoup d'énergie sont probablement nécessaires. C'est un passage obligé. Dans bien des régions, les acteurs de soutien se demandent ce que la démarche leur apporte de concret. Alors, le constat pourrait être différent si on poursuit tous ces efforts visant à mieux connaître quels sont les besoins dans les régions en termes d'outillage et de connaissances. Et puis, si on s'assure que ceci, c'est les outils, la connaissance qui est disponible, qui est développée au niveau national, leur est réellement disponible, on pourrait imaginer que ça pourrait apparaître sous forme d'une boîte à outils générique. Peu importe la région, tout le monde aurait accès à ces connaissances, ces informations et ces outils qui deviendraient des outils stratégiques pour le soutien auprès du monde municipal. Merci beaucoup à Marc Lemire de l'Institut national de santé publique de nous avoir présenté ces résultats préliminaires de l'évaluation. On voit toute la richesse du travail qui a été effectué pour cette évaluation-là. Merci beaucoup. Pour d'autres histoires de collaboration inspirantes, rendez-vous sur notre site web prendesoindenotemonde.com.